Bonjour tout le monde. Notre question aujourd'hui va porter sur des généralités sur la nutrition. Mais avant d'aborder ces notions, on va, euh, on va voir le changement des habitudes alimentaires de l'homme depuis l'ère paléolithique jusqu'à ce jour. Donc, avant un peu plus de 2 millions d'années, il s'agissait de l'ère paléolithique. Et durant cette ère, l'homme il consommait ce qu'il trouvait dans la nature. Il était au début omnivore, ça veut dire il consommait les restes de gibier tués par les prédateurs. Puis progressivement, en se déplaçant, donc il est devenu chasseur, pêcheur et cueilleur. Et donc selon les saisons, donc, il pouvait s'alimenter du gibier, des poissons d'eau douce ou de mer, donc en fonction du lieu géographique. Et ça, c'était à raison de 30 à 40% de son alimentation et à raison de 60 à 70% de produits végétaux, ça veut dire légumes, feuilles, racines, tubercules, etc. Et donc, après, il y a eu une évolution. Donc, on est arrivé à l'ère de la néolithisation, l'ère donc néolithique. Pendant cette ère, donc, l'homme a décidé de planter, d'élever des animaux. Donc, c'était l'apparition de l'agriculture et de l'élevage qui a modifié l'alimentation ancestrale de façon plus ou moins rapide. Il y a eu ce qu'on appelle une révolution néolithique. Donc, pendant cette ère, donc, l'homme, il est devenu semi-nomade. Donc, il est devenu un peu sédentaire puisqu'il s'occupait de ce qu'il plantait. Donc, il est devenu agriculteur. Et ça a commencé au Moyen-Orient, donc dans le croissant fertile, vers à peu près le 9e millénaire. Puis il a gagné progressivement l'Europe de l'Ouest, le pourtour méditerranéen, l'Asie et l'Amérique centrale. Et puis, pendant cette période que fut leur apparition, donc les céréales, les légumineuses et les produits laitiers dans l'assiette de l'homme de cette époque. Et donc, jusqu'au néolithique, ça veut dire jusqu'au début du 19e siècle, l'alimentation n'a pas subi de grands changements, malgré tous les progrès, les progrès des techniques agricoles. Et c'est à partir du XXe siècle qu'il y a eu quelques changements. Par exemple, la modification des céréales, donc le choix des grains issus des plus beaux épis pour la plantation, ce qu'on appelle la sélection massale. Donc, ces grains volumineux, ils étaient souvent la cause de mutations génétiques naturelles. Par exemple, le blé original, il ne portait que 7 paires de chromosomes, alors que le blé moderne, il comporte 21 paires. Il y a le sel. Donc, deuxièmement, il y a eu le sel. Donc, l'usage du sel, il a exploité depuis le néolithique. Il est devenu, donc, il est, il s'est répandu plus largement pour ses propriétés d'assaisonnement, mais surtout de conservation des aliments. Donc, à l'époque, il y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur. Donc, pour conserver les aliments, donc, on les mettait beaucoup de sel. Troisièmement, il y a eu les produits exotiques aussi qui ont fait leur apparition. Donc, il y a eu il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que ces produits ont devenu à la mode. Et le premier facteur, c'est la colonisation donc des différents pays tropicaux et la découverte aussi de l'Amérique parmi ces pays. Donc, c'est l'Amérique surtout. Aussi l'amélioration des moyens de transport qui ont permis la commercialisation de produits exotiques comme le café, le thé, le cacao, le sucre de canne et les épices. Il y a aussi l'acclimatation de certains végétaux, comme la tomate, la pomme de terre, le maïs, qui ont désormais été cultivés en Europe. Mais cependant, l'alimentation, elle reste traditionnelle dans son ensemble et c'était seulement les gens aisés qui pouvaient avoir accès aux denrées exotiques parce qu'ils étaient très chers à l'époque. Et en 1806, il y a eu l'apparition d'une nouvelle denrée alimentaire, ce qu'on appelle le sucre de betterave. Et c'était un produit industriellement et il était d'un coût modeste. Donc, le sucre blanc, il a fait son apparition et il a commencé à rentrer progressivement dans les foyers, mais il faut souligner que sa consommation, elle restait modérée. Dans les premiers temps, par exemple, l'homme, il consommait 1 kilo par personne en 1900,
alors qu'aujourd'hui, une seule personne, elle peut consommer jusqu'à 35 kilos de sucre, ce qui est énorme. Donc, vous imaginez l'impact donc, sur la santé, ce qui explique donc l'augmentation donc des maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, diabète, HTA, obésité, etc. Donc, durant cette longue période, et chez les paysans, c'est chez les paysans que l'alimentation restait la plus traditionnelle. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, ben, ça c'était une révolution dans l'alimentation traditionnelle, dans les bases donc, de l'alimentation traditionnelle, puisque la chimie et l'industrie agroalimentaire, et ils ont emparé le marché, ils ont bouleversé du coup cette alimentation traditionnelle. Donc il y a eu l'appauvrissement des produits alimentaires, l'apparition du raffinage des huiles, des céréales, du sel, il y a eu l'utilisation massive d'engrais. Il y a eu aussi l'ajout de produits plus ou moins toxiques comme les pesticides, les fongicides, les antibiotiques, les additifs divers, les conservateurs et les colorants. Et aussi, il y a eu des modifications de la structure des nutriments. Il y a eu l'apparition de la pasteurisation à ultra haute température. Si vous prenez les bacs, les bacs de lait des tétrabriques, par exemple l'exemple du Candien, si vous lisez donc c'est-à-dire, si vous lisez bien l'étiquette, vous allez trouver que c'est un lait qui est pasteurisé à la technique UHT. Vous allez remarquer, donc UHT, ça veut dire ultra haute température. Cette technique, elle permet une stérilisation, donc une pasteurisation, mais elle est néfaste pour les protéines parce qu'elle va entraîner la dénaturation des protéines. Donc, ce sont des laits qui contiennent des protéines dénaturées. C'est pour ça qu'il ne faut pas les donner pour les enfants en pleine croissance. Donc, ils ont besoin de protéines et là, ils seront dénaturés par cette technique de pasteurisation. Il y a aussi l'apparition de techniques d'hydrogénation et de ce coup, donc l'apparition de fruits, de légumes et tout qui sont génétiquement mutés. Il y a eu aussi la création de nouvelles molécules comme les édulcorants, les nanoparticules. Un exemple sur les édulcorants, l'aspartame. Donc, l'aspartame où les diabétiques le consomment parce que il est issu d'une plante. Donc, ça veut dire le goût sucré, mais il fait pas augmenter donc la glycémie. Donc, ça, c'est une des propriétés de l'aspartame, mais on ne sait pas les autres propriétés. Il peut être cancérigène, il peut être... Moi, je conseille, par exemple, mes patients, je leur dis, dans un premier temps, vous pouvez diminuer la consommation du sucre. Si vous prenez votre café avec 2 ou 3 cuillères de sucre, diminuez à 1 cuillère et ne mettez pas l'aspartame parce qu'on ne sait jamais donc, des autres donc, effets qu'on ignore. On sait qu'il a un goût sucré, mais il ne fait pas augmenter la glycémie, mais on ne sait pas donc les autres effets que peut engendrer de telles molécules. Donc, il vaut mieux ne pas, c'est-à-dire épargner ces molécules de notre alimentation. Il y a aussi le facteur qu'il y a eu le progrès des transports et les méthodes de conservation et aussi la mondialisation qui ont rendu accessibles de nombreux produits qui n'étaient jusqu'alors consommés que localement, par exemple les agrumes, les fruits exotiques, les végétaux. Et on peut les trouver aussi même hors saison. Donc, mais ces changements et ces bouleversements, ils ont eu des conséquences sur la santé humaine. Donc, c'est surtout les effets des transformations agro-industrielles qui ont fait modifier la valeur nutritionnelle des aliments. Il y a certains qui sont revenus avec des bénéfices, il y a d'autres, mais il y a aussi beaucoup de risques de ces transformations agro-industrielles. Un petit mot sur la situation alimentaire et nutritionnelle mondiale. Donc, selon la FAO, le Food and Agriculture Organization, et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a des progrès dans la production alimentaire et que les stocks sont concentrés surtout en Europe et en États-Unis et que les céréales restent la principale source alimentaire des pays en développement, que la situation elle est vraiment très préoccupante dans certains États d'Afrique et d'Asie. Arrivons c'est-à-dire à notre sujet
Le plus important après qu'on a fait ce petit tour sur le changement donc, de l'alimentation et du mode alimentaire de l'être humain depuis l'ère paléolithique jusqu'à ce jour, ça veut dire l'ère de l'industrialisation et de la commercialisation, comme l'homme a changé donc son mode de vie, sa tenue vestimentaire, sa façon on va dire de travailler, donc il y a eu plusieurs changements dans sa vie, donc et l'alimentation, donc elle suit, donc il a changé donc son mode alimentaire. Auparavant, on disait dis-moi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire en nutrition, on dit dis-moi ce que tu manges, je vous dirai ce que tu es. Donc, donc là, l'homme et son mode d'alimentation reflète donc sa personnalité, reflète son niveau intellectuel, reflète aussi son niveau économique. Et donc, il y a une certaine culture donc, dans la nutrition qu'on ignore encore. Euh, et de là, donc, on va faire un petit tour sur tout ce qui est donc nutrition, aliments, alimentation. Commençons par les besoins nutritionnels. Donc, c'est quoi les besoins nutritionnels? Premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'une ration alimentaire. Donc, une ration alimentaire, c'est la quantité et la qualité des aliments ingérés quotidiennement par un sujet. Ça veut dire si je vous demande de me noter dans une feuille ce que vous avez mangé en termes de qualité, ça veut dire si on va partager, ça veut dire on va dire, ça veut dire notre ration alimentaire, ce qu'on a mangé dans le petit déjeuner, dans le déjeuner, dans la collation et dans le dîner. Là, on suit le modèle donc français, alors que dans le Moyen-Orient, les autres pays, les anglo-saxons, ils ont trois repas principaux. Donc, le petit déjeuner qui est copieux, contrairement à nous, et c'est une faute. Donc, on ne mange pas beaucoup le matin, quand il y a ceux même qui ratent leur petit déjeuner. C'est une faute primordiale. Euh, il y a bon, ils ont le repas et le dîner. Par contre, on a la collation donc de 16 heures en général à 17 heures. Si on va noter donc tout ce qu'on a mangé depuis le matin jusqu'au soir, c'est-à-dire en notant, si par exemple quelqu'un il grignote entre les repas ou la soirée, donc il note, c'est-à-dire il met une rubrique du grignotage, donc il va noter tout ce qu'il a mangé dans la journée en termes de qualité, en termes de quantité. En termes de quantité, on peut s'arranger, c'est-à-dire de façon conventionnelle, s'il s'agit de liquide, par exemple lait, eau, jus, là on dit tasse, qui est l'équivalent à peu près de 200 à 250 millilitres. En termes de repas, c'est-à-dire de tout ce qui est légumes, donc tout ce qui est dans les assiettes, on dit une assiette, donc moyenne, une petite ou là, une grande ou une moyenne assiette. Et en termes par exemple, le fromage ou beurre, là, on peut utiliser les cuillères ou les portions. Voilà. Et pour les fruits et tout, on peut dire c'est-à-dire une portion de fruits. S'il s'agit par exemple de raisins, de fraises, là, c'est par nombre. Donc, trois fraises ou trois raisins, bon, une banane, une pomme pour les fruits les plus volumineux. Voilà, ça c'était pour la ration alimentaire. Donc, et une ration alimentaire appropriée, c'est une ration qui va couvrir les besoins de l'organisme, qui vont permettre d'assurer non seulement une bonne santé physique, mais aussi psychique et une croissance normale. Donc là, s'il s'agit par exemple d'un enfant ou d'une femme, que ça soit enceinte ou non, ou c'est-à-dire un jeune homme ou un homme, c'est-à-dire un vieil homme, donc ça va changer. Donc, les besoins physiologiques vont changer en fonction donc, des situations. S'il s'agit aussi du sexe, une femme chez un homme, donc ça va différer. On verra tout ça quand on abordera la ration alimentaire énergétique et non énergétique, et aussi c'est-à-dire la bonne santé psychique, parce qu'ils ont remarqué que les sécrétions des hormones, ils ont une relation étroite avec l'alimentation. Voilà, donc et qu'est-ce qu'un aliment? Donc on ne peut pas définir un aliment parce que sa définition elle est complexe, car un aliment est constitué d'ingrédients qui sont plus ou moins nombreux et plus ou moins interdépendants. Donc du coup, on ne peut pas
Donc, on ne peut pas le définir. Mais par contre, le nutriment, c'est quoi? C'est tout composé qui peut être organique ou inorganique, qui est contenu dans les aliments et qui peut être donc utilisé par l'organisme. Par exemple, si on prend une banane, on va dire elle est composée de quoi? Par exemple, de magnésium, de calcium, de glucides. Donc, c'est ça les nutriments. Donc, l'aliment, il est par définition donc, complexe, puisqu'il est constitué de plusieurs nutriments, mais le nutriment peut c'est-à-dire le définir. Donc, c'est un composé qui peut être organique ou inorganique. On verra que dans les nutriments, on a une classification pour les nutriments organiques et les non organiques. Donc, pour les nutriments aussi, on va les classer selon leur taille. Donc, il y a les macronutriments et il y a les micronutriments. Donc, les macronutriments sont au nombre de trois. Donc, ce sont les trois classes connues qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Alors que les micronutriments, ils vont concerner les minéraux et les vitamines. Donc, pour les minéraux, on a les sels minéraux et on a les oligoéléments. Et pour les vitamines, ils sont au nombre de 13. Donc, moi, je disais toujours que si on prend l'exemple donc par exemple, d'une carcasse ou si on veut, c'est-à-dire construire quelque chose. Donc, moi, je prends l'exemple pour les protéines. Donc, ce sont la matière première, c'est-à-dire pour construire par exemple, un robot là. Donc, les lipides et les glucides, ça sera déjà avant d'arriver aux glucides et aux lipides, on va en parler sur les micronutriments. Donc, si on veut que notre construction soit solide, donc les vis et les boulons, ça sera les micronutriments, c'est-à-dire les sels minéraux, les oligoéléments et les vitamines. C'est ceux qui vont nous faire, c'est-à-dire ils font souder cette construction pour elle devient solide. Donc, on a besoin de micronutriments pour être, c'est-à-dire avoir de la forme et être en bonne santé, donc physique et psychique. Et si on veut du carburant, donc pour que cette construction puisse donc circuler et tout, donc on a besoin du carburant. Donc, il s'agit là des lipides et des glucides. C'est les principaux carburants de l'organisme. Il y a l'eau aussi qui occupe une place à part, donc il faut que l'être humain soit bien hydraté puisque c'est-à-dire plus de la moitié de notre organisme est constitué d'eau. Donc tous nos cellules donc, baignent dans du liquide donc, physiologique. Donc on a besoin d'eau. Et chez le nourrisson, il peut donc dépasser les 60%. C'est pour ça que l'eau, il occupe une place très importante dans la ration alimentaire journalière. Arrivons à quelques effets nutritionnels des nutriments. Donc, commençons par les glucides. Donc, pour les glucides, il y a les glucides, on va les aborder dans la ration alimentaire énergétique avec plus de détails, mais sachant qu'il y a des glucides complexes, il y a des glucides simples. Les glucides simples, c'est tout ce qui est donc qui a le goût sucré, c'est tout ce qui est sucre rapide, alors que les complexes, on peut les retrouver dans les pâtes, dans le pain, dans les fécule, les tubercules, comme la pomme de terre, dans les légumineuses, dans les fruits et aussi dans les fruits oléagineux, les fruits secs et les fruits oléagineux. Et donc, les principaux glucides alimentaires seront l'amidon, donc les dextrines, le maltose, le lactose, saccharose, fructose et aussi les fibres alimentaires. Ce sont des matériaux énergétiques et qui possèdent donc un pouvoir sucrant, pas pour tous, surtout les sucres rapides qui ont un pouvoir sucrant et qui font augmenter l'index glycémique, donc qui font augmenter donc la glycémie de façon considérable. Il faut savoir qu'un gramme de glucides, il nous fait, c'est-à-dire part de 4 kilocalories. Si on ingère un gramme de glucides, on a 4 kilocalories. Arrivons aux lipides. Donc, les lipides, il faut savoir qu'il y a les lipides apparents, comme l'huile, la margarine, le beurre, etc. Il y a les huiles cachées. Donc, il faut faire attention aux lipides cachés dans les glaces, dans tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie, crème glacée, etc. Et les principaux lipides alimentaires seront les triglycérides, le cholestérol et les phospholipides. Ils sont hautement énergétiques parce qu'un gramme de lipides va nous apporter 9 kilocalories et ils apportent les acides gras essentiels, donc qui sont de l'acide linoléique, l'acide linolénique et l'acide arachidonique.
On verra ces différents acides en détail quand on fera aussi la ration alimentaire énergétique. Arrivons aux protéines, donc on a dit ce sont les matériaux de construction. Si on veut construire quelque chose, donc on a besoin de protéines. Ils sont de deux catégories. On a les protéines d'origine animale et on a les protéines d'origine végétale. Pour les protéines d'origine animale, on a des classes. On a les protéines ramenées ou trouvées dans les viandes et le poisson. Donc le système protéique musculaire de ces viandes et poissons est constitué de protéines. Donc en nombre de trois, les protéines myofibrillaires, donc à raison de 53%, les protéines sacroplasmiques à raison de 31% et les protéines du stroma à raison du 16%. On a les protéines retrouvées dans les œufs, donc l'œuf, donc c'est un aliment qui est riche en protéines. Donc, on a commencé que l'œuf est constitué d'un blanc et d'un jaune d'œuf. Donc, le jaune d'œuf a raison de 35% et le blanc d'œuf, ce qu'on appelle l'albumin ou l'ovalbumine, a raison de 65%, sachant que le jaune d'œuf contient surtout du cholestérol et de l'azote, alors que l'albumin ou l'ovalbumine, le blanc d'œuf, il contient donc les acides aminés indispensables. Euh, et c'est un aliment très riche et il est équilibré parce qu'il est constitué, on trouve les 8 acides aminés indispensables dans cet aliment. Pour le lait, donc le lait il contient deux types de protéines qui sont la caséine à raison de 80% et le lactosérum à raison de 20%. Arrivons aux protéines végétales, donc on a les graines de céréales comme le blé, le riz, le maïs, l'orge, l'avoine. Ils sont très riches en deux types de protéines qui sont les prolamines et les glutélines. Et on a les graines de légumineuses, donc soja, pois, haricots, lentilles, arachides. Ils sont principalement composés de globulines et d'albumine. Donc les protéines, donc on a dit qu'ils vont nous apporter les acides aminés, vont nous apporter l'azote qui est indispensable à la synthèse tissulaire. Et elles sont aussi énergétiques puisqu'aussi 1 gramme de lipides nous rapporte 4 kilocalories. Un mot sur la valeur biologique protéique. Il faut savoir que cette valeur biologique, elle est meilleure dans les produits animaux que pour les végétaux. Donc les protéines animales, ils sont mieux équilibrés en acides aminés indispensables. C'est pour ça qu'il faut conseiller donc un apport donc alimentaire protéique animal au moins 2 à 3 fois par semaine. Surtout chez les organismes en pleine croissance, comme chez l'enfant ou chez le vieillard, puisqu'il y a une perte physiologique de la masse musculaire. Arrivant aux vitamines, on avait dit qu'ils sont au nombre de 13, donc ils ont un rôle dans l'assimilation des nutriments comme coenzymes. Ils ont un rôle dormant, donc comme coenzymes, ça veut dire qu'ils vont la plupart des enzymes, donc ils ont un site qui va épouser donc la forme c'est-à-dire du matériel, c'est-à-dire il va épouser la forme d'une constitution qui va soit la transformer, c'est-à-dire pour faire une fonction enzymatique. Donc, et la plupart des enzymes, ils ont besoin par exemple, de vitamines pour c'est-à-dire activer ce site et pour donc assimiler donc la fonction enzymatique. Il y a aussi les vitamines peuvent jouer le rôle d'hormones, ils peuvent jouer le rôle d'activateur ou d'antioxydant, comme pour la vitamine C, pour essentiellement donc la vitamine C qui joue un rôle antioxydant. Pour les vitamines, donc on a deux classes. On a les vitamines qui sont solubles dans les lipides, ce qu'on appelle les vitamines liposolubles. Il s'agit des ADEC. Donc, ADEC, ça veut dire vitamine A, D, E, K. Donc là, ils baignent dans un milieu lipidique. Alors que les vitamines qui vont être donc, ils ont besoin d'un milieu donc hydraulique, donc c'est les vitamines hydrosolubles. Il s'agit des vitamines de la classe B, donc B1, B2, B6, B12. La vitamine C, l'acide folique, l'acide pantothénique, la biotine. Donc tous ces vitamines, ils sont hydrosolubles. Très bien, donc arrivons maintenant aux catégories d'aliments. Donc on a principalement donc cette classe.
Donc, on a les viandes, les poissons et les œufs. Ça, c'est la première classe. La deuxième classe, elle est formée par les produits laitiers. La troisième classe, c'est les matières grasses. La quatrième classe, c'est les légumes et les fruits. La cinquième, c'est les céréales et dérivés légumineuses. La sixième, c'est les produits sucrés, donc le sucre et les produits sucrés. Et dernièrement, donc, ce sera les boissons. Et dans un repas donc équilibré ou dans une ration alimentaire appropriée, il faut qu'il y ait un certain équilibre de ces classes, c'est-à-dire que ce qu'on va, ce qu'on va présenter dans notre table, surtout celle de midi c'est-à-dire celle des repas et du soir, c'est-à-dire le dîner, vont être équilibrés en ces catégories. On verra quand on fera la ration comment on peut équilibrer donc une ration alimentaire en jouant sur les différents aliments de ces classes. Donc, dans la première classe, donc, dans les productions donc, animales, viande, de poisson et les œufs, il faut ils sont très riches surtout en protéines. Ils vont nous apporter les protéines. Et les protéines, il faut qu'il y ait une ration journalière, c'est-à-dire dans la journée, il faut qu'on prenne 15 à 20% donc de toute la ration journalière, il faut qu'elle soit, c'est la part des protéines. Que la part des protéines dans cette ration journalière est de 15 à 20%. Et il y a aussi une deuxième, un deuxième critère. Il faut qu'il y ait des protéines, mais aussi il faut qu'il y ait des protéines qui sont équilibrées en acides aminés indispensables. Donc, ils sont en nombre de 8 et chez le nourrisson ou le nouveau-né, ils sont en nombre de 9. Donc, il y a l'histidine qui va se rajouter à cette liste. Et, euh, et il faut qu'il y ait un bon rapport entre le calcium et le phosphore. Par exemple, le jaune d'œuf, c'est une source importante de cholestérol. Un jaune d'œuf, il peut contenir 300 mg, alors que les blancs d'œufs, ils sont surtout riches en acides aminés indispensables. C'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser les 3 fois par semaine de consommation des œufs parce qu'ils sont riches en cholestérol. Mais aussi, ces productions animales, ils sont aussi riches en sources de vitamines. Donc, ils sont sources de vitamines, surtout A, B et D. Et on n'oublie pas donc la part très importante du fer dans ces productions animales. Donc, pour les gens qui font des anémies, donc fer et prive, c'est-à-dire par privation, donc on leur conseille ces productions animales parce qu'ils sont riches en fer et héminique. Il y a les produits laitiers. Bon, on va passer rapidement ces différentes classes. Il faut c'est-à-dire tenir compte du tableau qui est vers la fin. Il faut tenir compte donc de ce tableau, pardon. Il faut savoir que la première classe qui regroupe les viandes, les œufs et tout, elle est surtout riche en protéines animales, en sels minéraux, en vitamines qui sont les A, B et D. Qu'on va prendre le résumé. Vous pouvez lire à tête reposée c'est-à-dire les différents diapos, mais il faut retenir surtout ce tableau. Le deuxième tableau, c'est-à-dire les produits laitiers, sont riches aussi en protéines animales, mais en lipides, en sels minéraux, vitamines A et D. C'est-à-dire la différence entre la première classe et la deuxième classe, c'est la même, c'est-à-dire c'est les mêmes valeurs, sauf qui se rajoute la part des lipides. Donc les viandes, ils ne sont pas très riches en lipides, sauf pour les viandes, par exemple, grasses, comme le mouton et tout. Euh, mais les produits laitiers, par contre, ils sont riches en lipides. Donc, ils peuvent apporter une ration importante de lipides. Mais il faut savoir que la valeur biologique donc des protéines animales, c'est-à-dire les protéines de la première classe, ils sont meilleurs que les protéines animales de la deuxième, les protéines plutôt de la deuxième classe, malgré que ce sont des produits animaux, mais la valeur de la première classe, elle reste meilleure que la valeur de la deuxième classe. On arrive à la troisième classe, qui est la classe des fruits et légumes et fruits oléagineux. Oléagineux, donc là, elle est riche en glucides, en eau, en sels minéraux et en vitamines, surtout la vitamine C. Il y a aussi la part des protéines végétales. Les lipides, ils ne sont pas présents avec c'est-à-dire une grande quantité. Ça, c'est pour les fruits oléagineux. On peut trouver les lipides, un peu de glucides et surtout de vitamine E. Donc, on les conseille largement pour les gens qui ont une stérilité que la vitamine E, elle rentre comme enzyme important dans les histoires de fertilité, surtout chez l'homme.
Donc, la quatrième classe, qui est la classe des céréales, pain, riz, féculents et pommes de terre. Donc là, il s'agit, la composition, elle est surtout riche en protéines végétales et de glucides. Et la cinquième glace qui est les corps gras, on avait dit tout à l'heure qu'il y a les corps gras visibles et invisibles, visibles dans le beurre et l'huile et tout, et invisibles dans le lait, cacahuètes et tout ce qui est donc viennoiserie, pâtisserie, donc les produits, les glaces et tout. Donc là, c'est riche surtout en lipides et en vitamine A. Donc les corps gras, ils sont connus pour leur richesse en vitamine A. La sixième classe, c'est la classe des sucres et produits sucrés, donc surtout chocolat, miel, confiserie et confiture. Là, ils sont riches en glucides. La dernière classe, qui est la classe donc des boissons, donc eau, café, thé, s'ils ne sont pas sucrés, donc ils ne vont pas rapporter on va dire d'énergie, ils sont à 0 kilocalories, mais ils vont apporter donc l'hydratation donc de l'organisme. Par contre, les jus de fruits, les sodas et les colas, donc là, ils sont très riches en glucides, donc il faut faire attention à cette classe. Voilà, donc ça c'était pour les généralités sur la nutrition. Donc je vous remercie.